comme étant une journée de la femme, ce 8 mars. Et en ce jour, nous allons parler de la dame de Poigne, qui est Caroline Pegam, que je présenterai comme étant une Camerounaise de conviction, à l'image du Cameroun, portée par ses convictions qui ne l'ont jamais trahi jusqu'à ce jour. Et sur le plan politique, par ses engagements qui ne laissent point indifférent, mais aussi une femme décidée et déterminée, comme vous le savez tous, qui n'a jamais lâché prise dès lors qu'elle est bien convaincue du bien fondé de son combat. Après avoir fait une descente rebondissant au Cameroun pour l'inhumation de son mari, que vous avez tous bien connu, la dame n'est pas du genre à se laisser, plutôt indifférent. Et vous-même, vous avez constaté que sa descente par son aller-retour a suscité tant de polémiques, et elle-même, elle aura l'occasion de mieux en parler. Voilà, c'est à toi, Caroline. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Oui. Alors, oui, il faut que je regarde toutes les caméras. Laquelle vous voulez que je regarde? Comme ça sera plus simple. Ça va? Bonjour à tous. Merci Christian pour cette introduction. D'abord, permettez-moi de remercier vraiment tous ceux qui ont permis à la réalisation de cette conférence de presse, de me donner l'occasion de m'exprimer. Et on va aller dans le vif du sujet. Donc, cette conférence a été intitulée « Comment assumer le devoir de femme, mère, épouse avec le rôle de femme active et engagée au XXIe siècle ?» Oui, c'est vrai. C'est une question qui se pose aujourd'hui et que pour moi, ça ne devait plus se poser. Mais les circonstances nous amènent encore à nous reposer les mêmes questions. La première partie concerne effectivement ce fameux voyage terrible pour moi, puisque j'allais accompagner pour la dernière fois mon époux dans sa dernière demeure. Alors on va se dire, mais pourquoi? Je vais vous expliquer. Claude Bernard Tchiani était un homme de conviction, était un militant, un engagé, un membre de l'UPC, un grand parti politique camerounais, parti historique, puisque jusqu'aujourd'hui, c'est les mêmes revendications qui sont sur le terrain. Au-delà de son militantisme, c'était un homme de culture, de littérature, un passionné. Et surtout pour moi, c'était un époux. Le 6 février 2021, aux environs de 17 h, quand j'entends le dernier battement de son cœur s'éteindre, partir, je me dis, c'est pas possible. Ma vie s'effondre. Tout s'effondre autour de moi. Parce que Claude Bernard, c'était un ami, c'était un socle, c'était mon mari. En ce moment-là, on ne se pose pas la question où va-t-on l'inhumer, puisque c'était un Camerounais convaincu, c'était un amoureux du Cameroun. Et pour moi, c'était, on va l'enterrer dans son village natal. Voilà. Il n'y avait pas de question. Cependant, tout d'un coup, mes amis, mon environnement me rappellent que Caroline, je suis une activiste et que ces derniers temps, j'ai manifesté, j'ai revendiqué de manière assez forte contre le régime sacratique de Yaoundé et qu'il était impossible pour moi de concevoir de mettre les pieds au Cameroun. Alors, je dis, je n'accompagnerai pas Claude Bernard Tchiani au Cameroun. C'était incompréhensible. C'était pas possible. Et donc, le mercredi soir, je décide que j'accompagnerai M. Claude Bernard Tchiani au Cameroun. Que je l'accompagnerai jusqu'à sa dernière demeure.
Et cette décision ne pouvait être réalisée que sous deux conditions. Un, que le corps qui est typé Covid arrive au Cameroun. Deux, d'avoir une autorisation officielle, c'est-à-dire un visa. La première condition est réalisée puisque le service des obsèques me dit ici, les lois le permettent maintenant. Et la deuxième, il fallait obtenir un visa. Jeudi étant férié au Cameroun, il fallait donc attendre vendredi. Vendredi, je fais le visa. Attente atroce, puisque pendant 4 heures, j'attendais cette fameuse demande qui a été obtenue. J'ai eu mon visa. J'ai eu mon visa et dès cet instant, j'étais décidée à aller au Cameroun. J'ai convaincu mes enfants. Je leur ai expliqué que maman partait au Cameroun peut-être pour ne plus jamais revenir. Parce qu'il était important que papa ne rentre pas seul au Cameroun. Oui, en tant qu'activiste, on se pose la question, comment faire? Faut-il avoir peur? On a vu tout ce que ce gouvernement satrapique faisait. On a vu ce qui se passait au niveau du CED. On connaît les atrocités. Mais à un moment dans la vie, on se dit, je dois choisir entre mon rôle d'épouse et mon rôle d'activiste. Oui, il fallait choisir. Eh bien, j'ai fait le choix. J'ai dit, j'accompagne mon mari jusqu'à sa dernière demeure, quoi qu'il m'en coûte. Si c'est les sévices corporels, si c'est la mort qui m'attend au bout, tant pis. Claude Bernard Tiani était un homme exceptionnel et le sacrifice en valait la peine. Donc voilà, cette première partie où j'étais à Bana, j'ai accompagné mon mari. Il y a eu des incidents, mais le plus important, c'est qu'il a été inhumé. Je suis revenue et que le 8 mars arrive et qu'il faut continuer le combat. Il faut toujours, quoi qu'il arrive, comme on dit les artistes, le show va continuer. Nous avons vraiment besoin que les femmes s'engagent. Surtout en ce moment, moi, mon engagement, c'est contre cette France-Afrique. Je suis des deux côtés. Je dis, il n'est pas possible qu'un réseau au XXIe siècle de cette France-Afrique continue à briser les libertés et les vies des autres Africains. Non. Et de l'autre côté, étant africaine d'origine camerounaise, je dis, il n'est pas normal qu'on laisse une poignée de personnes nous tuer presque de manière libre. Voilà. Eh bien, on va continuer le combat de notre manière, à notre façon, qu'il en plaise ou leur déplaise, mais on n'est pas là pour plaire. Mais Caroline, oui. Je voulais m'attarder vraiment sur une chose qui me paraît très importante. Oui. Le fait d'avoir fait ce voyage aller-retour, vous avez bien vu que cela a suscité une certaine polémique au sein même de la communauté camerounaise. Et j'aimerais bien, parce que là, ça nous a posé juste ce problème où, dans le subconscient collectif, les gens se disent que quand on va dans un régime tant décrié, le retour, quand on est activiste ou opposant, le retour n'est pas toujours évident. Est-ce que tu peux développer un peu ça pour faire comprendre aux gens que les choses n'étant pas toujours ce qu'elles sont, et essayer de les faire un peu comprendre? Alors, il faut, quand j'arrive à l'hôpital le mercredi ou mardi, où on me dit que mon mari va partir au Cameroun sans moi, je ne me pose plus la question de est-ce que j'ai en face de moi un régime satrapique ou est-ce qu'il y a un danger. Je dis, je vais aller accompagner mon mari. À ce moment, vous savez, vous êtes emporté par ce qu'on appelle l'amour. Vous ne voyez pas le danger. Pour vous, vous dites, quel que soit le prix à payer, je dois respecter cet engagement. Et c'était ça. Je devais respecter cet engagement. Parce que pour moi, il était plus difficile de vivre sans l'avoir accompagné, c'est-à-dire avec ce remords que vous ressentez quand vous n'avez pas respecté vos engagements. Alors donc, j'ai décidé d'y aller. J'ai décidé d'y aller avec les conséquences, sachant ce qui se passe, sachant que, bon, ben oui, que Ngongo pouvait m'attendre, que Bankui pouvait m'attendre,
qu'au CED, le Cameroun a montré par différents témoignages que ça ne se passe pas très bien. Nous avons les témoignages de Wilfried Siwi, nous avons les témoignages de nos compatriotes qui sont encore actuellement dans les prisons, dans les jours du Cameroun. Nous savons ce qui se passe au Cameroun, mais pour moi, je ne voyais plus ce danger parce que j'avais la ferme conviction qu'il était plus important d'accompagner le corps de mon mari que les sévices ou les atrocités que j'aurais pu vivre. Tout simplement. Peut-être que les gens ne le comprennent pas, mais il était impossible pour moi de ne pas l'accompagner. Donc j'ai pris je ne voyais plus ce danger. Et quelles leçons vous en avez tirées? Tout simplement, vous savez, quand je prends le visa, je dis, c'est très simple. Je prends le visa comme une citoyenne, je suis une citoyenne française. Le Cameroun est un État, et je répète bien, le Cameroun est un État. Même si vous ne voulez pas le comprendre, je ne me bats pas contre l'État Cameroun, je me bats contre un gouvernement sacré, une poignée de personnes qui s'arrogent le droit de nos libertés. Et cela, dont le premier s'appelle M. Ngongo, qui, sous prétexte de haute instruction, défait nos vies. C'est contre eux que je me bats. Et il faut savoir, quand ils partiront, l'État Cameroun va continuer. Le Cameroun est un système, il y a une hiérarchie, nous avons des lois. C'est vrai qu'il y a un groupe de personnes qui depuis 60 ans ne respectent pas ces lois. C'est pour ça que nous nous levons encore aujourd'hui et encore pour dire non, ça suffit. 60 ans, ça suffit. Oui, et pour ça on a dit, ben, très bien. Le visa m'a été accordé par un autre pays. La France nous dit, quand vous êtes un Français, vous voyagez pour aller au Cameroun, vous le signalez au Quai d'Orsay, ce que j'ai fait naturellement, ça s'appelle le fil d'Ariane. Et quand vous arrivez au Cameroun, vous allez voir le consulat pour expliquer. Et moi, d'autant plus qu'il fallait que j'explique, puisque j'étais dans une angoisse aussi, pour dire, monsieur, je suis une activiste camerounaise, je suis mal vue par ce gouvernement, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Madame Pégan, il n'y a pas de mandat d'arrêt contre vous. Que voulez-vous qu'on dise à ce gouvernement? Il n'y a rien. Ils ne nous ont rien signalé. Donc vous pouvez aller enterrer votre mari. Point barre. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, il s'avère qu'à Bana, il y a eu un régional qui s'appelle le régional Keigneux qui a pris sur lui. Et comme au Cameroun, on est habitué. Hein. Vous avez un commissaire, un policier, tout le monde se prend pour un roi, de dire que ben, celle-là est l'activiste, je vais en faire ce qu'elle veut. Eh bien non. Sa hiérarchie lui a rappelé que non. Pour une fois, ça se passe pour moi. Pour d'autres fois, cette hiérarchie peut-être accepte. Ce que nous avons vu pour notre leader Maurice Kamto, puisqu'on l'arrête assez après qu'on lui donne les raisons de son arrestation. Oui, mais il s'avère que ce jour-là, ils ont tous compris. J'étais venue enterrer mon mari. Je n'étais pas venue faire un meeting politique. Je n'étais pas venue faire une insurrection. J'avais qu'un seul objectif. J'enterre mon mari et je repars. Mais nous reviendrons un jour pour cette fameuse récupération de notre souveraineté. Parce qu'on ne va pas rester éternellement à l'étranger pour dire qu'on veut notre souveraineté. Mais ce n'était pas le jour. Et si tu me permets maintenant de faire cette jonction, cette parenthèse qu'on avait vite fermée de France-Afrique, hein. Oui. Et on aimerait bien t'entendre là-dessus parce qu'apparemment il y a tant de choses à dire sur cette problématique. Alors pourquoi je entre en force dans ce réseau France-Afrique? Tout simplement parce qu'en 2017, le candidat que je soutenais a écrit dans son chantier numéro 6, dorénavant, la France-Afrique c'est terminé et qu'il y aura une relation B2B avec l'Afrique. Ah bah, moi j'ai cru. C'est vrai que les promesses des politiciens n'engagent que ceux qui les écoutent. Et moi je l'ai écouté, je l'ai cru. Et quand en 2018, je me rends compte que ce même président envoie une lettre de félicitations à un président qui a commis un hold-up électoral, eh ben non, je dis stop. Et je dis stop avec une rage, avec une vigueur qui, indépendamment de ma volonté, mais à un moment, je disais, c'est pas possible. On joue de nous. Non, on joue. Non seulement vous nous dites que la France-Afrique c'est terminé, mais on voit que c'est encore pire. On voit que c'est encore pire. On voit que les relations sont de plus en plus sévères. On voit que les libertés des Africains sont de plus restreintes, contraintes. Je dis non. Alors si nous, ici en diaspora, on ne s'exprime pas en interpellant ces dirigeants, ces hommes d'affaires en disant ce n'est plus possible, on n'est plus en 1960, 60 ans ça suffit.
Et en même temps, en tant qu'Africaine, interpeller nos dirigeants africains, en fait, nos sous-préfets africains pour leur dire, vous ne continuerez plus comme vous avez fait. Vous ne serez plus des négriers qui vont nous accaparer nos vies. Et il est là le combat. Et il va falloir que nous, les femmes, et je dis vraiment les femmes, faisons quelque chose. On ne peut pas accoucher nos enfants et on les tue gratuitement. Quand vous entendez que nos enfants prennent la mer, l'eau, arrivent ici et continuent à être esclaves, on dit, mais attendez, il y a un truc qui ne va pas, ça ne va pas, on ne peut pas. En tout cas, moi, je refuse et je le dis à ma manière, avec la force que j'ai. La seule force que j'ai, c'est quoi? C'est mes pancartes, c'est mon lobbying, c'est voilà. Il s'avère que la personne qui m'aidait, la personne qui m'accompagnait, Claude Bernard Service en Italie, ça sera compliqué, ça sera difficile. Et je pense que cette journée de la femme doit faire écho auprès de toute cette communauté pour voir aussi que la femme, pas seulement la femme africaine, mais la femme doit se vêtir de ses droits qui ne sont pas différents de droits qu'on accorde aux hommes. Et pour ça, moi je suis tout à fait d'accord d'entendre cette voix-là, parce qu'on voudrait voir que les choses changent, qu'il y ait une autre lecture de la politique et surtout sur le plan africain où on a l'impression que nous sommes juste des balles de ping-pong qu'on balance de gauche à droite. Et vraiment, je profiterai pour cette journée de la femme pour dire, c'est vrai que nous avons les combats habituels, c'est-à-dire le respect, le combat, l'égalité des salaires, le combat de tout. Ça, oui, je suis d'accord, c'est un combat que nous menons, que nous avons mené. Mais ce que je demande aux femmes de la diaspora, c'est de se rappeler et de se dire qu'on a un combat encore plus grand, c'est notre africanité. Nous sommes des Africaines. Et nous avons la chance d'être dans un pays où nous pouvons le dire et l'exprimer. Et c'est si nous ne parlons pas au niveau international, si nous ne revendiquons pas en disant nous ne voulons plus de cette relation de soumission et d'impérialisme sur 14 à 17 pays d'Africains, qui va le dire? Nous devons le dire avec notre manière, avec notre sensibilité. Nous devons parler avec force, comme on peut. Parce que effectivement, nous avons notre rôle de mère, notre rôle d'épouse, notre rôle social. Mais malheureusement, ou heureusement, il va falloir que nous prenions nos responsabilités. Nous devons nous faire entendre. Aussi sur ce sujet qui s'appelle défendre les souverainetés des pays africains. Qui n'ont pas. Et je me demande, est-ce que dans ce cas, vous entendez parler, est-ce que la parole, quand on a si bien compris les choses et qu'on a acquis une certaine connaissance, est-ce que la parole ne devient pas là essentielle pour la libération de l'Afrique? En tout cas, ce que je sais, c'est que le silence n'est pas bon. C'est-à-dire le silence est bon pour les dictateurs. Alors le simple fait que nous nous exprimons, c'est déjà une grande victoire. Nous avons en plus la chance d'avoir des réseaux sociaux. Nous avons la chance d'avoir des femmes qui sont à tous les échelles de la société. Exprimons-nous, indignons-nous, ne nous enfermons pas derrière nos peurs. Ne nous enfermons pas derrière nos peurs. Exprimons-nous. On a tous les moyens. Donc c'est tout ce que je demande. C'est tout ce que nous avons d'ailleurs. C'est notre voix. C'est tout ce que nous avons et nous allons l'utiliser. Et continuons à l'utiliser avec force, avec rigueur. Et ce que je dis, domptons nos peurs. Domptons-les, réellement. Et la femme, en tant que mère de l'humanité, la femme en tant que mère, parce qu'on voit des générations aussi perdues de nos enfants ici, que devrions-nous faire pour ramener nos enfants au cœur même de cette culture qui nous fait tant défaut aujourd'hui ici? Alors, il y a deux problématiques. Vous savez, je dis toujours, la chèvre broute là où elle est attachée. La problématique de nos enfants en Occident est une problématique intéressante, mais que je ne voudrais pas qu'on aborde ici. Parce que c'est vraiment un problème que je dis lié à la société, pour moi, typiquement la société française. Donc là, évidemment, je suis membre du MoDem et cette partie est très importante pour nous, pour notre avenir. On a vu les différentes lois, les lois de 45 qui sont en train de revue sur la jeunesse. On voit comment on stigmatise les enfants issus de l'immigration. Mais c'est un autre débat que je n'entrerai pas dedans aujourd'hui. Je voudrais vraiment me focaliser sur nous en tant que membres de la diaspora, nous en tant qu'enfants de France, nous en tant que
les générations de la liberté, égalité, fraternité. Comment pouvons-nous accepter que nos sociétés, nos dirigeants se comportent comme des négriers sur notre terre natale? Ça, il va falloir qu'à un moment, on se dise non, on ne peut pas l'accepter. Il n'y aura pas le 2 poids 2 mesures. Ici, j'ai la liberté, égalité, fraternité, et là-bas, je prime, j'oppresse. Pourquoi? Ça, non. Il va falloir qu'on comprenne que nous sommes originaires d'Afrique, et qu'en Afrique aussi, les Africains ont les mêmes droits que nous. Nous sommes tous des citoyens. C'est tout ce que je leur demande. Mais Caroline, est-ce que ne pourrions-nous pas mettre en pratique, comme on le dit ici bien, que les lois sont comme les proverbes, on en trouve toujours une qui justifie la violation de l'autre. On peut aussi se l'appliquer dans notre communauté. Je suis une républicaine, donc le mot communauté ne va pas me convaincre. Je suis désolée. Peut-être que j'ai mal présenté la chose. Parce que la France est une république, il n'y a pas de communauté. Nous avons des lois, égalité, fraternité pour tous, nous nous battons pour cela. Donc il n'y a pas la communauté camerounaise, il n'y a pas la communauté. Non, il y a des citoyens français qui sont régis par des lois. Et ces lois-là s'appliquent à tout le monde. Donc, et je suis très susceptible de ce côté-là parce que nous nous battons justement pour une égalité tous. D'où tu viens, on se dit, tu es français et ces lois s'appliquent à toi. Point barre. Point barre. Maintenant, au Cameroun, au Mali, au Sénégal, il y a une autre loi, c'est une autre manière de voir les choses. Tout ce que je demande, c'est que la France, l'État français, ne peut pas avoir une relation impérialiste sur ces États et en même temps ici dire les êtres humains, l'homme est libre et égaux, mais apparemment ça se limite à l'Occident. Je dis non, c'est ça. Et c'est bien parce que ça c'est une véritable remise en cause de la révolution de 1789. Parce que je pense que quand on parle de la République, puisque nous sommes dans la République, les lois doivent être... Non, tout le monde doit être inscrit à la même enseigne. C'est notre combat. Pour mettre en valeur les lois, parce que souvent ici, les lois ne deviennent que visibles par rapport à la couleur de la peau. Or, la République englobe tout ça. Et comment nous devrions faire pour que tout le monde arrive à voir les choses telles que la République la représente? Oui, donc c'est un grand sujet, vous savez. Tout ce que je demande, c'est que nul n'est censé ignorer la loi. Et c'est à nous de faire vivre la loi. C'est-à-dire, on vous donne les éléments pour vous défendre, pour la comprendre. Et c'est ça notre combat. C'est pour ça qu'il y a énormément d'organisations pour dire, n'ayez pas peur, ne restez pas entourés de vos peurs. C'est pour ça qu'il y a de la justice, c'est pour ça qu'on se bat pour les droits de l'homme, c'est pour ça qu'il y a des engagements. Évidemment, rien n'est acquis. On est en perpétuel combat. Les démocraties ne sont pas figées. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis en 3 mouvements. La démocratie aurait pu tomber. Mais on est toujours en alerte. Il faut toujours être proactif. Il faut toujours être réactif. Et ne pas attendre qu'on vous donne tout. Non. Le moment où on vous donne tout, c'est le moment où vous n'avez pas de dents. Dès l'instant où vous avez des dents, vous pouvez mâcher, vous réveiller, vous instruire. Et surtout en 2021, on a tous les moyens pour s'instruire. Oui, mais il se pose quand même un problème. On est en 2021, depuis quelque temps, on a senti comme... c'est comme si les lois faisaient du rétropédalage. Non, c'est l'interprétation des hommes. Ah, par exemple. C'est l'interprétation des hommes. C'est pour ça qu'on se bat. C'est pour ça. Et je reviens toujours vers mon combat de panafricanisme. Et du Cameroun, puisque quand je dis que le Cameroun est un État, c'est parce qu'on est régi par des lois, on est régi par des conventions. Il s'avère que le Cameroun ne respecte pas beaucoup les conventions. Mais pour autant, le Cameroun est toujours dans l'ONU. On ne l'a pas rejeté. On continue à se battre en disant ils ne respectent pas, mais ce sont les hommes qui ne respectent pas ces lois. Peut-être que on n'a pas les bons hommes au bon endroit. Et si on choisit pour le Cameroun de changer les hommes, dans d'autres pays où les hommes semblent être, comment on dit, légitimes, on se dit on va se battre pour qu'ils respectent ces lois. C'est un perpétuel combat, la démocratie. Rien n'est figé, sinon ce serait magnifique. Et vous-même, vous êtes en train de remarquer qu'on est en train de faire là parler une femme de conviction qui apparemment sait de quoi elle parle et de quoi il en retourne. Et c'est vraiment un plaisir d'avoir, comment dirais-je, une telle
conversation avec une dame qui défend la cause de la femme en ce 8 mars. Et ce que j'aimerais juste dire, mais quand en tant que mère, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Comme dirait De Gaulle, qui n'est pas mon référent, hein, vaste sujet. Non, mais pour moi, le rôle de mère ne se définit pas, il se vit. Il se vit. J'ai des enfants, beaucoup d'enfants, parce que je suis conseillère comme famille nombreuse. J'aime les enfants, et j'ai un rôle, c'est de les amener à être des hommes de demain. Des hommes de demain. J'essaie d'apprendre, de leur dire, l'école est un chemin. Les valeurs, vous avez la chance d'être dans deux cultures différentes, la culture africaine et la culture occidentale. Prenez le meilleur de cela et préparez-vous. En tout cas, moi, mon rôle, c'est de les préparer à être des hommes réfléchis, qui réfléchissent par eux-mêmes pour pouvoir vivre dans cette société. Ouais, là, mondialisée, puisque ça ne s'arrêtera pas seulement à la France. Non, là, je suis tout à fait d'accord, vous entendre parler ainsi, parce que je dis que, juste pour converger dans votre sens, on dit souvent que parvenir à une autonomie intellectuelle requiert une connaissance, une familiarité avec le langage et les concepts philosophiques sans lesquels il peut y avoir des discours recevables. Et tout ça, c'est tout un assemblage de connaissances qui donne à l'homme les outils qu'il faut pour défendre. Comment peut-on défendre quelque chose si on ne met pas dans nos mains les outils qu'il nous faut? Voilà. En tout cas, nous sommes tous d'accord et je veux donner la parole à d'autres personnes, puisque je sais que la plupart veulent savoir, je vais avoir plus de précisions sur la première partie de ça. Donc, je fais une pause, on me demande de faire une pause de 2-3 minutes, même pas. Et c'est parce qu'il y a pas moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On fait une pause. On fait une pause et après on passera à la deuxième partie des questions, c'est ça? Ouais, les questions, ouais. D'accord. Ok, on fait donc une pause. Pardon? Oui, moi ça va. Ça vous permet de poser vos questions. Hein, À tous ceux qui sont connectés, si vous avez des questions, mentionnez-les en majuscules. Oui. Pour tous ceux qui sont connectés, si vous avez des questions, mentionnez-les en majuscules. Pour tous ceux qui sont connectés, nous allons passer. Je suis venu moi-même personnellement au Jeune Info pour essayer de savoir un peu plus sur le voyage de la combattante Caroline Penda. Donc, maintenant, nous allons essayer de passer les questions les plus essentielles. Les Camerounais sont maudits. On donne les informations pour la deuxième partie. Qui est posé sur la toile. Des questions de poser des questions, de ne pas avoir la langue de bois, d'aller droit au but. Tous ceux qui veulent poser des questions. Si tu avais tes écouteurs, Mentionnez ici. tu les mettais, on déposait là-bas. Ah non. Ah, c'est bon, c'est bon. Moi-même, personnellement, j'ai des questions à vous poser. Voilà pourquoi je suis. Tu voulais qu'on essaye? Je suis venu ici pour savoir Les plus écouteurs, sur son voyage, précisément Oui. sur son voyage, comment ça s'est passé là-bas, pourquoi il est parti. Quelle est ma question? Non, c'est bon, on m'entend. J'aimerais bien Ah, pas bien. avoir- Oui, on m'entend bien. c'est le téléphone par là. Voilà. Alors, restez connectés, on va essayer de... C'est bon? On lance la deuxième partie? Voilà. Il y a une question qui vient de nous être énumérée. Oui. Allez. Ah, il y a une question là de Am. Alors donc déjà ceux qui sont dans la salle, je laisse poser les questions et après comme ça on peut prendre ceux donc merci. Donc je suis tout de suite pour vos questions. Je répondrai avec la sincérité habituelle. Tu peux poser tes questions? Non, je vais les poser moi-même. Ah, Et à ma super. façon, et Ouais, ça- vraiment, Exactement, parce pour que... que ceux qui sont abonnés sur ma page puissent effectivement comprendre. Moi, j'ai une question. C'est moi, Eugène Info, qui va poser cette question. J'ai une question qui me taraude depuis. J'aimerais savoir, étant donné que nous savons que Yaoundé, c'est une dictature. Paul Biya, c'est une dictature, c'est un tyran. Qu'est-ce qui vous a effectivement motivé d'aller au Cameroun? Il faut le rappeler qu'il y a beaucoup de combattants ici qui ont perdu le papa, le maman, leurs frères et sœurs, mais ils n'ont pas osé. Ils n'ont pas pu aller au Cameroun par peur.
Mais qu'est-ce qui vous a réellement motivé à aller au Cameroun? Ça, c'est la première question. Oui, je veux que je réponde maintenant. Je peux acheter? Oui, bien sûr. La deuxième question, c'est de savoir, est-ce que votre voyage était programmé? Est-ce que avant d'aller au Cameroun, vous avez programmé votre voyage? Ça, c'est une question très très importante. Est-ce que vous n'avez pas eu des coups de fil entre-temps avec les membres du gouvernement? Est-ce que vous n'avez pas eu l'accord des membres du gouvernement avant de quitter la France? Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question est la suivante. Est-ce que quand vous êtes arrivé au Cameroun, vous avez eu un coup de fil venant des membres du gouvernement? Est-ce que vous avez rencontré les membres du gouvernement? Si oui, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce que vous vous êtes dit dans ce cadre-là? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Est-ce que vous avez eu, à part vraiment ce que vous nous avez dit sur la place, est-ce que vous avez eu d'autres accrochages avec les membres du gouvernement? Est-ce que vous avez eu des pressions? Est-ce que tout s'est passé voilà, dans de très bonnes conditions? La troisième chose, c'est voilà, est-ce que vous êtes toujours sereine? Est-ce que vous allez continuer toujours dans la même lancée dans votre combat? Est-ce que vous gardez le cap? Est-ce que vous restez focus? Est-ce que vous restez fidèle dans le combat? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'influence? Est-ce qu'il n'y a pas eu de deal avec le gouvernement? Parce que les questions que je pose, ce sont des questions où des milliers de Camerounais se posent. Et j'aimerais vraiment que les réponses soient précises, concises. Voilà. D'accord. Merci. Bon, merci Eugène Info. Alors moi je vais être très simple. Hein. C'est vrai qu'à Yaoundé, le gouvernement actuel du Cameroun est un gouvernement satrapique, reptilien, qui ne respecte que leurs milliards. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord que c'est fait depuis le 7 octobre 2018 où nous revendiquons le hold-up électoral. Nous revendiquons un code électoral consensuel. Nous revendiquons un dialogue national inclusif. Nous voulons un cessez-le-feu immédiat au Nozo. Nous voulons que le Cameroun soit plus clair aux frontières du Sud. Nous voulons que la relation avec Boko Haram, on ne sait pas si c'est une relation amoureuse entre eux ou qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas avec Boko Haram, s'arrête. Oui, mais il s'avère que mon mari décède. Je n'ai pas prévu qu'il décède. Et pendant 3 semaines de combat contre ce Covid, on avait l'espoir qu'il serait vivant. On ne pensait pas à aucun moment, on s'est dit ce Covid va prendre le poids sur nous. Le Covid a pris le poids sur nous. Le Covid a bouleversé le cours et le sens de notre vie. Alors à un moment on se dit, Claude Bernard Tiani, un militant UPCiste, un amoureux du Cameroun, un homme qui se battait avec tous les membres de la diaspora en disant il faut persévérer parce que le Cameroun doit devenir un État souverain et votre génération peut le faire. Nous en 91, 92, il nous manquait ces réseaux sociaux-là. Il nous manquait quelque chose pour amplifier notre combat. Vous l'avez. Vous avez les moyens de faire quelque chose. Et en plus, vous avez un leader charismatique, M. Maurice Kamto. Vous avez tout sur le plateau pour faire quelque chose. Oui, on y croit toujours. Mais il décède. Vous voulez que je fasse quoi? Que je l'enterre ici à Paris? Ses parents sont vivants. Moi, Caroline Pégan, je vais enterrer mon époux sur une terre sur laquelle il n'a. La seule chose qu'il est venu faire, c'est de se soigner. Toutes ses conditions, c'est de dire j'aime Cameroun et surtout j'aime Douala. Et donc pendant toute notre courte relation ensemble, puisqu'on était mariés pendant 3 ans, c'était simplement dire le jour que je décède, et comme je décéderai avant toi, tu dois m'enterrer au Cameroun à Bana. Tout ceci entre dans ma tête. Mon deuil est difficile parce que je dis qu'est-ce que je dois faire. J'en parle à tout le monde. Tous ceux qui étaient autour de moi savaient, disaient Caroline, tu ne pars pas. Hein. Caroline, tu ne pars pas. Je disais Caroline,
pourquoi je ne partirai pas? C'est écrit où que je ne dois pas partir? Très bien. Non, non, Caroline, c'est trop dangereux. Tu as vu ce qu'on a fait à Wilfried Siré. Tu vois ce qu'on fait à Mamadou Mouta. Tu vois, Dibou Issa qui est toujours au Cameroun et Fogué. Et regarde Maman Pilon. Regarde si, je dis. Donc c'est parce qu'on a peur de la dictature, de l'oppression. On m'a dit on va te violer, sodomiser, faire tous les machins. Eh bien si ce n'est que ça, hein, je prends le risque. Tant qu'il y a une chance sur 1000 que je puisse l'accompagner et revenir, je veux saisir cette chance-là pour ne jamais avoir un remords. Pas de remords. Parce que le remords, pour moi, je suis mère de 5 enfants. Ma vie serait bouleversée. Je serais en dépression. Personne d'entre vous ne serait avec moi les nuits. Donc j'ai dit, je prends sur moi. Mais il y avait 2 aspects. Est-ce que le corps Covid part au Cameroun? La loi dit oui. Le sous-préfet est d'accord, le maire est d'accord. C'est les lois. En France, les lois sont claires. Vous pouvez les regarder. Les décrets d'application sont sortis rapidement. Le corps Covid voyage. Et ensuite, il me faut un visa. Visa, pour moi, je me suis dit, s'il me le donne, c'est que vraiment, c'est que c'est mon destin. Puisque pour me donner le visa, ils savent qui je suis. C'est pas caché. Les contacts, Caroline Pégan. On sait que Caroline Pégan, elle est entrée à l'hôtel Intercontinental parce qu'elle voulait attraper Ngongo. Caroline Pégan a empêché monsieur le feu Paul Biya à l'hôtel Meurice. Que Caroline Pégan, oui, ils le savent, mais j'ai eu ce visa. Je dis, bingo, j'y vais. Arrêtez-moi si vous voulez. J'ai eu des coups de fil. Dès que tu vas sortir de l'avion, ils vont t'arrêter et t'amener je sais où. D'accord, mais que Bernard Tchani sera inhumé à Bana. Faites ce que vous voulez de moi. Faites ce que vous voulez de moi. Quand j'arrive à Douala, non, rien. On me fait un test antigénique à la camerounaise. Arrivé à Bana, nous enterrons tranquillement, nous inhumons tranquillement le Bernard Tchani. Excusez-moi, pour que les gens qui nous suivent soient un peu... est-ce que vous n'avez pas eu, comment je veux dire, est-ce que vous n'avez pas eu des coups de fil déjà ici en France avant d'aller au Cameroun? Est-ce qu'il y a pas eu un accord avec les autorités camerounaises? Non. Il faut demander son visa. Le jeudi était férié. Donc il n'y avait que le vendredi pour aller demander le visa. Vendredi matin, j'ai dit pardon, le corps est en train de partir. Le pompe funèbre aussi venait déposer, parce que il faut une autorisation aussi du Cameroun pour que le corps entre. Donc il y avait les pompes funèbres qui faisaient sa demande. Et je disais, le corps est là. Puisque vous savez qu'actuellement, pour aller au Cameroun et pour sortir de la France, il vous faut ce qu'on appelle une raison impérieuse. Donc j'avais la raison du décès. Je dis, je pars pour le décès. Je ne pars pas pour autre chose. Je ne pars pas pour faire une insurrection, une manifestation, tout ce que vous voulez, même si c'est mon rêve. Non, je pars pour enterrer et je reviens. Je fais ma demande de visa. J'attends mes 4 heures et à 17h15, j'ai mon visa. Bon, à ma grande surprise, j'ai vu que c'était dans les réseaux sociaux. Il y a Eric Kouachou qui a fait un message en disant qu'on m'a remis le visa. Ça m'a un peu énervé parce que je pensais que ça restait de ma vie privée. Mais alors, je dis je pars. Et je suis partie. Et il n'y a eu aucun coup de fil, aucun arrangement. Mais je suis qui pour qu'on m'appelle pour... Et arrivé au Cameroun, est-ce que vous n'avez pas eu des coups de fil des autorités camerounaises? Non. Vous n'avez rencontré personne? Personne. Quand j'arrive au Cameroun, quand c'est ce monsieur le sous-préfet là, qui ne s'est pas présenté, dont je ne connais même pas le nom, qui m'a dit « Je suis le sous-préfet et tout le monde me connaît ici. » Waouh! Je voudrais qu'on se parle, qu'on ait une audition. On veut juste faire... Qu'est-ce qu'il m'a sorti une phrase? En fait, en gros, c'est une visite de courtoisie. On veut juste vous entendre. On va juste vous entendre. Ah, mais sans document, sans rien. Il dit non. Pas quelque chose, il dit non. Mais je dis, mais je ne peux pas me déplacer comme ça. Je ne sais même pas qui vous êtes. Et alors, mon fils, il dit, mais monsieur, vous n'avez pas une carte là qui dit que vous êtes sous-préfet? Et là, le ton monte en disant que mais ici, tout le monde me connaît. Il dit, oh, on va se calmer. On ne va pas chercher un prétexte pour qu'on nous interpelle pour outrage et machin. Et vous avez le procureur qui vient, qui dit, en tant que procureur, ma parole vaut convocation. Là, il dit, bon, ben on va appliquer nos différents, ce qu'on a prévu. On va appeler le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay nous dit d'appeler le consul. Il était aux environs de midi. Très bien.
il faut savoir que j'ai déjà envoyé des documents sur moi. Je disais que je ne suis pas sûre de ce qui va se passer au Cameroun. Mais madame, il n'y a rien contre vous, il n'y a pas de mandat, il n'y a rien. Vous soyez calme, poli, suivez-les, et puis voilà. C'est ce qu'on a fait. On était calme, poli, on les a suivis. On est parti à la maison de la sous-préfecture. J'étais accompagnée d'un ami, je le remercie beaucoup, M. Bruno Letard. Lorsqu'on voit sa carte, c'est un journaliste. Les policiers disent: ah oui, mais c'est un journaliste, il n'a pas le droit d'être dans la salle avec vous. Le sous-préfet me dit: Madame Pégan, bonjour monsieur le sous-préfet, nous avons quelques demandes à vous faire concernant les faits qui vous sont reprochés. Il dit: quel fait, monsieur le sous-préfet? Dans ce cas-ci, ce n'est plus juste une audition, il me faut un avocat. Et le procureur dit: oui, il faut que vous ayez un avocat. Je dis: mais là, à Bana, le temps que j'appelle mes avocats, ils ne vont pas venir. J'appelle mes avocats, ils disent: Caroline, il va falloir trouver un avocat au Cameroun. J'ai dit: très bien, on va essayer. En fait, nous aussi, on jouait. Le sous-préfet dit: bah, écoutez, c'est juste une simple audition, on ne va pas chipoter. Là, je dis: très bien, dans ce cas, je dois être accompagnée de 2 personnes, mon fils et mon ami. Très bien. On prend la voiture pour aller au commissariat de Bana. Et dans la voiture, je dis: monsieur le commissaire, je n'ai pas bien entendu votre nom. Vous êtes commissaire de... Il dit: non, je ne suis pas commissaire, madame, je suis SP. SP, service spécial. Service spécial du Cameroun. SPC, je ne connais pas le service SPC, ça ne me dit rien. Pourtant, vous savez, quand même, je me bats depuis contre vous, hein, je ne connais pas cette structure SPC. Il dit: non, je suis un agent, on vous amène à Yaoundé au 7. Je dis: oh quoi? Au 7. Comme ça, là. Je dis: bon, mais écoutez, comme c'est comme ça, puisqu'il y a toute notre famille, vous savez, il y a une délégation, là, on avait 4, 5, 6, 7 voitures qui nous suivaient. Est-ce qu'il est possible de leur dire de ne pas venir à Yaoundé? Parce que c'est quand même Bana, Yaoundé, il y a les parents, il y a tout ça. Et c'est là qu'on sort et je fais ce fameux discours auprès de ma famille, de mes amis. Et là, Bruno Letard, qui n'a pas le droit d'y aller, étant journaliste, le fameux monsieur dit: non, vous ne venez pas à Yaoundé avec nous. Je dis: bon, ben, allons donc à Yaoundé, là. Et on prend la voiture. Et ce n'est pas le chemin de Yaoundé qu'on prend. On prend un autre chemin de petit village. Je dis: mais vous ne prenez pas l'axe lourd? Non, on passe par là parce qu'il faut qu'on aille à Bafoussam changer de voiture. Parce que cette voiture n'est pas assez solide pour aller à Yaoundé. Et c'est là où mon fils, ayant 2 portables, puisqu'on n'avait pas le droit d'utiliser le portable, mais il avait son 2e portable, où on a envoyé des SMS à nos sœurs pour dire: il va falloir que vous appelez ceux qu'il faut appeler. Et c'est là que ma sœur appelle le bien-aimé, le général El Chino. Et après, on appelle nos avocats, on appelle les associations de droits de l'homme. En fait, tous les messages partaient et ceux qui devaient faire le relais ont fait le relais. Et en 20 minutes, le monsieur m'a dit: madame, excusez-moi, hein, est-ce qu'on vous a brutalisé? Est-ce que je vous ai fait quelque chose? Mais vous êtes une qui? Madame, excusez-moi, je vous ramène à Bana. Je dis: mais qu'est-ce qui se passe? Il dit: non, vraiment, il y a eu erreur. Je dis: vraiment, excusez-nous. Je dis: non, s'il vous plaît, déposez-moi au premier carrefour et je me débrouille. Il dit: non, madame, on ne peut pas vous laisser au carrefour, on vous laisse 2 éléments. Les éléments, c'est la police. Deux jeunes hommes avec des mitraillettes, là, en main. Et ensuite, on est parti on a donné rendez-vous à la famille devant Kaji. Et on s'est retrouvés à Douala. Et à Douala, effectivement, je commençais à dire qu'on va se méfier de tout le monde. Donc, évidemment, on dormait partout, différents hôtels. Et j'ai rencontré l'association des droits de l'homme. Alors, disons, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, le plus difficile va être l'aéroport. Puisque, on connaît les Camerounais. Et quand vous voulez sortir du Cameroun, ils confisquent vos passeports et là, ils vous créent un mandat d'arrêt. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, tout le monde est au courant. Donc, on dit: bon, ben, ça va être, on va voir à l'aéroport ce qui va se passer. Et on dit: bon, on va y aller à 16h. Comme ça, s'il y a un problème, on a le temps de faire venir le représentant du consulat, de faire venir les droits de l'homme. Bref, il faut que tout se passe à l'aéroport pour qu'ils ne m'amènent pas à Babelway. Et bien, à l'aéroport, il n'y a rien eu. Je suis entrée, j'ai suivi toute ma procédure de police et puis voilà, je me suis retrouvée à Paris. Et le combat continue. Et comment vous avez interprété alors, en fait, le fait que vous soyez quitté de la France pour le Cameroun et qu'arrivé au Cameroun, vous n'avez pas été arrêté, interpellé? Comment vous interprétez ça? Est-ce que c'est une main tendue, par exemple,
Parce que moi, je ne comprends pas. Honnêtement, c'est la raison pour laquelle je suis venu ici aujourd'hui. Parce que je sais quand même que vous êtes une militante engagée et que vous avez eu à mener des opérations dans le sens voilà, de mettre en mal la présence même du dictateur Paul Biya, ici, et notamment à Genève. Donc, je ne comprends pas comment se fait-il que vous arrivez au Cameroun et que le Cameroun vous ouvre ses portes sans toutefois vous interpeller. Franchement, je ne comprends pas. Est-ce que c'est une main tendue du gouvernement camerounais qui va dans le sens de l'appel, qui va dans le sens de l'apaisement? Parce que je veux comprendre. Parce que Mais je ne veux pas interpréter ce que veut le gouvernement camerounais. Hein. Moi, je suis une femme veuve qui va enterrer son mari. Si le gouvernement camerounais, qui est des politiciens, des dictateurs, des satrapiques, des gros voleurs, se dit c'est une opportunité pour nous de dire à la communauté internationale, vous voyez, nous, on ne touche pas aux veuves et aux enfants. C'est-à-dire qu'on respecte la Convention de Vienne, qui dit que pendant la guerre, on ne touche pas aux veuves et aux enfants. Bah, tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Mais ce n'est pas ce qu'on demande au gouvernement camerounais. On leur demande un code électoral consensuel, un dialogue national inclusif et un cessez-le-feu. Voilà ce qu'on demande aux Camerounais. On ne demande pas d'être gentil avec les activistes. Ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Ils peuvent laisser entrer tous les activistes, mais si la guerre continue au Nozo, on n'aura pas gagné. On n'aura pas gagné. D'ailleurs, au Cameroun, il y a des gens qui revendiquent. Il y a des partis politiques qui revendiquent, qui parlent. Mais donc on m'aurait arrêté parce que j'ai marché sur la piétine la photo de Paul Biya, du feu Paul Biya. Écoutez, il faut plus ça. Oui, Caroline, Oui. je voulais juste souligner juste un propos suite à sa dernière question. Je crois que vous avez bien vu que Caroline vous a fait, selon le récit, part de l'intimidation dont elle a fait face. Et je pense que cela montre déjà que c'est une femme combattante et déterminée qui ne se laisse pas faire. Parce que vous-même, votre question est juste l'émanation de cette polémique qui a eu. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais Mais dire. est-ce que je veux dire, hein, beaucoup ont peur. Hein. Beaucoup ont peur, beaucoup se disent que... Mais je dis toujours, nous sommes une diaspora. Nous savons, moi je suis de nationalité française. Et ça me donne peut-être l'audace des Français de dire que j'ai le droit de dire ce que je veux où je veux. Peut-être que c'est cette liberté qu'on a depuis toute notre enfance. Hein. On dit ce qu'on pense. Et de quel droit l'État, le Quai d'Orsay dit que le Cameroun est un pays dans lequel on peut partir. On me donne un visa, on me dit non, il ne faut pas y aller parce que tu es activiste. Donc c'est moi-même qui me freine. Pourquoi je me freinerais? Pourquoi? Ben, j'y vais. Si j'y vais et qu'ils ne respectent pas les règles entre la France et le Cameroun, eh ben, ça deviendra un petit problème entre la France et le Cameroun. Et puis Caroline, ce qui est bien aussi, c'est que, vous savez, moi, j'apprends de ce que nous sommes en train d'entendre là. Je pense que, deux fois, on doit dompter sa peur pour ne pas donner. Parce que la peur, c'est donner le permis de tuer à des gens qui n'aiment pas la contradiction. Et dès lors qu'on leur défie, ils reculent. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. En tout cas, le gouvernement camerounais a fait, ils peuvent interpréter peut-être qu'ils vont dire que c'était une provocation aussi hein, que je faisais. Non, je venais enterrer mon mari, point barre. Je ne venais pas faire de la politique, je ne venais pas faire la guerre. Et il s'avère que mon mari est camerounais. Donc je n'allais pas l'enterrer en France, point. Je ne me posais pas une autre question. Maintenant, ça va être interprété politiquement. Si l'ambassadeur du Cameroun trouve que ça peut être un exemple pour dire, vous voyez, nous on est des saints, oui, c'est leur problème, c'est pas le mien. Moi j'ai enterré mon mari. Mais demain, si je dois aller au Cameroun pour faire ma manifestation, je dirais, objet de ma visite, participer à une manifestation, comme quand je veux à Dakar, comme je veux à Bamako, comme... D'ailleurs, ce qui se passe à Dakar, je ne peux pas y aller parce que je suis quand même en deuil. Mais à Bamako, quand on est parti, on a demandé, moi j'ai encore demandé le visa. Pourquoi allez-vous à Bamako? Pour soutenir les militaires qui ont fait le putsch. Ils ne m'ont pas dit non. S'ils m'avaient dit non, je ne serais pas parti. Moi j'essaie. Le seul pays où je ne peux pas aller, si je demande le visa, on me l'accorde, c'est le Cameroun qui est mon pays d'origine. On me dit non, si tu es parti, c'est qu'il y a eu quelque chose entre vous. S'il vous plaît, quoi. Sinon.
Ok, je peux poser ma question? Oui, bien sûr. Oui, bonsoir, combattant Caroline. Nous sommes d'abord très contents que vous soyez venu parmi nous. Vraiment, ça fait beaucoup de plaisir. Et d'après ce que nous voyons sur Facebook, sur Internet, nous voyons ce que la majorité des followers, même ceux qui vous soutiennent, ceux qui font un semblant de vous soutenir, d'après ce qui est arrivé, nous avons vu une photo de vous venant du Cameroun, comme quoi pour rassurer la diaspora sur votre séjour au Cameroun. Et d'après cette vidéo-là, nous avons, comment je peux expliquer ça, nous avons entendu, on nous a écouté dans cette vidéo, et je pense que ce qui a beaucoup plus intrigué la société civile, la diaspora dans toute son intégralité, c'est le fait que vous ayez tenu et avancé ces propos comme quoi le Cameroun est un pays de droit et le Cameroun respecte ses engagements vis-à-vis de vous. Et quand nous faisons la synthèse, nous revenons un peu peut-être à 20 ans, 30 ans en arrière, nous savons tous aujourd'hui que le Cameroun n'est pas un pays de droit. Nous savons dans quel système de répression est-ce que ce gouvernement dirige le Cameroun. Nous avons vu de nos propres yeux la répression qui s'est opérée pendant les marches du 22 septembre, du 1er janvier, et ainsi de suite. Nous avons vu comment est-ce qu'ils ont embasillé la majorité de tous nos leaders, et jusqu'à présent, il y a certains encore qui se trouvent en prison, à l'image de professeur Alain Foguet, à l'image d'Olivier Bebo Messac. Bon, ma question c'est de pourquoi est-ce que vous avez avancé ces paroles-là qui a intrigué, qui a mis en émoi, qui a créé ce choc dans le cœur des Camerounais qui aspirent à un réel changement dans leur pays, sachant très bien que le Cameroun n'est pas du tout un pays de droit. C'est la question qui taraude l'esprit des Camerounais en ce moment. S'il vous plaît, si vous pouvez leur répondre, ça serait une très bonne chose. Merci beaucoup, combattant, je voudrais dire activiste, parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui aime les armes, les tenues militaires. Ce qui me dérange, c'est que beaucoup d'entre vous ont écouté mon dialogue, en fait, ce discours d'apaisement que je voulais apporter, parce que vu tout ce que j'avais vu dans les réseaux sociaux, j'avais tellement peur que l'ambassade du Cameroun soit le siège des grandes manifestations. À aucun moment, je ne parle de pays de droit en ce qui concerne le Cameroun. Dans votre vidéo? Oui, dans la vidéo, je ne dis pas que le Cameroun est un pays de droit. Ici? Non, jamais. Non, hein? Jamais. C'est-à-dire que vous interprétez ce que vous... C'est comme vos peurs. Quelqu'un a peur, il faudrait que tout le monde ait peur comme lui. Je n'ai jamais dit que le Cameroun est un pays de droit. Ça ne me traverse même pas l'idée. On n'a jamais dit ça. Je vous ai dit que le Cameroun est un État. Ok, donc oui. Le Cameroun est un État. Un pays, je pense que c'est la même chose. Mais non, justement, un État, c'est pas un État de droit, c'est pas un État. Le Cameroun est un État dans le sens que c'est une république qui a des frontières, qui existent et qui donne le visa à d'autres. C'est-à-dire qu'il est régi par des conventions. C'est dans ce sens-là qu'on dit que le Cameroun est un État. Maintenant, le statut d'État de droit, je n'ai jamais dit. Qui vous dit que le Cameroun... J'ai jamais dit que le Cameroun est un État de droit. Nous savons quand même ce qui se passe au Cameroun. Mais vous savez, aujourd'hui... Non, on ne peut pas interpréter les choses et il ne faut pas... Excusez-moi, il ne faut pas interpréter et mettre vos paroles sur les miennes. C'est une vidéo, vous pouvez réécouter et c'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo ce jour-là en disant il faut que je parle, pour assurer avec mes propres mots. Mais vous vous rendez compte, je suis une activiste. Je me bats depuis... Même la France, j'ai du mal de fois à dire que la France est un pays de droit. Même la France, parce qu'il y a des choses qui se passent dans nos banlieues où on se pose des questions. Donc c'est un mot que je ne peux pas prononcer. Que c'est un État, oui. C'est une république, oui. Et d'ailleurs, on se bat pour que notre État devienne que ce soit une souveraineté. On se bat pour notre souveraineté. C'est pour ça que depuis 60 ans, on se bat. Donc par contre, vous dites la deuxième partie. Le Cameroun respecte ses engagements vis-à-vis de moi. Oui. Dans le sens qu'ils m'ont donné un visa. Je n'ai pas de mandat d'arrêt. Officiellement, il n'y a rien d'officiel qui a été transmis à l'État français pour dire que votre citoyenne qui arrive sur notre territoire, on lui reproche A, B, C, D. Rien. Il n'y a rien. Donc quand vous allez au consulat, le consulat dit mais Madame Pégan, vous vous inquiétez. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. Il y a un signalement contre vous
il y a un signalement au bureau B2 de là-bas à Yaoundé, où je suis le petit chaperon rouge. On dit tous ceux qui ont manifesté à Genève, machin, moi ma tête est bien là, bien rouge. Au niveau des aéroports, j'ai mon nom avec un numéro de téléphone pour celui qui me gère, parce que si j'entre sur le territoire camerounais sans avoir une autorisation, là on va on va me captcha, c'est ça, on va me tcha. Oui, il y a un signalement sur moi. Ok. Oui, je suis répertoriée comme une activiste D'accord. et une anti-ganga, parce que pour moi, Paul Biya ne Ok. vit pas. Ok. Donc, il va falloir vraiment que, je demande aux activistes, ceux qui se disent activistes, qui se disent combattants, que quand vous voulez tuer votre sœur ou tuer un autre combattant, prenez au moins des mots justes. Regardez, trouvez d'autres moyens, mais pas cela. Ne m'affectez pas vos peurs, ne m'affectez pas vos désirata, parce que ce n'est pas moi. Et c'est pour ça qu'il a fallu faire cette conférence pour expliquer, pour réexpliquer. Parce qu'on interprète. Il y a une personne qui dit une bêtise et ça se répète. Parce que d'ailleurs, c'est le rôle des réseaux sociaux. Les fake news marchent à une vitesse terrible. Donc, en conclusion, je pense que je peux appeler ça de la pure manipulation. Non, c'est pas de la que- pure manipulation, mon cher ami. Vous savez, la bêtise ne s'explique pas. On n'explique pas la bêtise. Il faut juste l'accepter et dire que voilà, voici ma version, voilà leur interprétation. On ne peut pas justifier les interprétations des gens. Surtout quand on voit que bon, ben, on ne peut pas. Mais je demande seulement aux personnes de bien écouter. Cela revient à dire que votre sentier était justifié. Et vous avez qualifié, vous avez plutôt appelé le Cameroun un état de droit, pas un pays de droit. Un État. Un état de droit du Non, moment non, 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 non. Non. Le Cameroun est un État. Un état de droit. Non, C'est c'est pas pas un pareil. État de droit. Pourquoi tu dis que le Cameroun est un État de droit? Elle n'a pas dit ça. Un État. Vous voyez la vidéo. On voit la vidéo, il faut Non. revoir la vidéo. Un Non, État. elle n'a pas mentionné ça. Je vais bien Un dire. État qui peut respecter un certain nombre d'engagements. Répète, s'il te plaît, parce que les gens ne comprennent pas. L'État a pris un engagement qu'ils doivent respecter. C'est tout. Le Cameroun est un État, une république qui a signé des conventions. Voilà. Qu'il respecte ou pas, parce qu'au NOSO, il ne les respecte pas. C'est très important Mais de clarifier cette mais vidéo-là. un État. C'est très important de clarifier tout ce qui est sorti dans cette Attends, je vidéo vais juste finir sur au Camerounais. Ouais. Parce que c'est ça même qui Non, fait la non, politique. non, arrêtez de dire aux Camerounais. C'est pas parce que certains dans les réseaux sociaux parlent et disent n'importe quoi, ce sont les Camerounais. Non. Il y a peut-être des personnes qui se disent combattants, parce que ce n'est pas les Camerounais, c'est des combattants qui ont interprété et très mal interprété mes propos. Dans quel but, je ne sais pas, mais il s'avère que quand c'est des combattants, vos collègues, des activistes qui interprètent si mal des textes de la part de leurs sœurs ou de leurs collègues, je dis c'est des trucs à... C'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Et c'est pour ça que je leur en tiens même pas rigueur. Dans l'élan de leurs émotions, de la manière de voir le combat, ils pensent qu'on pense tous comme eux. Non. Non. On pense pas comme eux. Merci d'avoir. Caroline, je voulais quand même tirer une chose. Merci, au clair. merci pour les clarifications. Oui, justement, je voulais aussi apporter une clarification là-dessus. Vous savez, quand on dit État, ce sont des États faisant partie de l'Organisation des Nations Unies. Et donc, l'Organisation des Nations Unies, la plupart des États, vous savez, une bonne partie des États ne sont pas des États de droit. Mais ce sont des États qui sont représentés et ont signé des conventions. Donc, entre un État de droit et un État, c'est deux choses différentes. C'était juste ça. Ok. Au moins, ça va. Ça va. Mais je suis prête à répondre. Oui, je crois qu'il y a aussi cet élément qu'il faut clarifier. Un État prend des engagements et certains engagements peuvent être respectés ou pas. Par rapport à la question du visa, l'État camerounais a pris l'engagement de donner un visa. Donc, et à un citoyen d'un pays lambda. Donc ça suppose que l'État camerounais est responsable de sa vie sur le territoire de l'autre côté. Ok. Donc je crois que probablement c'est de cet engagement dont elle parle en parlant d'un État qui prend un engagement. Merci, frère. Mais je ne crois pas que c'est un État Le Cameroun n'est pas un État de droit, on a vu. Voilà, Foguet qui est toujours en prison sans on ne sait pas pourquoi. Au moins cette clarification, On le sait très bien. On voit nos sœurs qui sont tuées au Nozo. On voit ce qui se passe en Centrafrique, à la frontière à la Centrafrique. On ne sait pas très bien s'ils vont respecter leur engagement. On voit ce qui se passe au nord avec Boko Haram. Non, ne dites pas. Mais n'oublions pas que nous allons nous battre contre ces gouvernements tyranniques. Ils vont partir, le Cameroun va rester.
Exactement. L'État Cameroun va rester. Exactement. On ne se bat pas contre l'État Cameroun, on Voilà. se bat contre Ngongo et Sacré. C'est eux. Voilà. Il n'y a pas 10 000 choses à dire. Ok, j'ai encore une Oui. deuxième question. Mhm. C'est une question un peu pertinente. Ça rentre un peu dans le cadre de notre révolution, dans le cadre du combat où nous menons ensemble. Et ceci implique des combattants et des combattantes avec qui nous sommes le plus souvent sur le terrain des actions, sur le terrain des manifestations, sur le terrain du renouveau en fait. Là, j'ai pensé à deux combattantes parce que j'ai vu un peu leurs interventions dans les réseaux sociaux et vraiment ça m'a beaucoup tiré le cœur. Je me suis dit, ça c'est plus de la révolution que sont en train de faire, c'est plus le changement de 237, ce n'est plus le combat du tout, c'est uniquement la haine et la haine et la haine. Et je n'aurais pas honte de prononcer le nom de ces deux combattants-là ici. Parce que Non, non, il faut pas. j'aimerais au moins une Non. clarification de votre part. Non, tu quoi. peux. Alors ne cite pas les noms. Franchement. Je veux pas que tu cites les noms parce que tu sais. C'est très important quoi. Non, il est Quoi, pas. parce Non, que excuse-moi. C'est ces personnes-là Olivier, qui ont créé cette démarche-là Olivier, haineuse derrière je vais votre Je personne. vais couper. Je vais te couper. C'était Tu sais- mieux de leur répondre. Non, tu peux. de Sans prononcer leur nom. parce Sans que- prononcer. Sans prononcer leur nom. Prononcer le nom. Oui, Voilà. commence par le nom. Je ne veux C'est pas mieux que- de ne pas. C'est que ça va envolumer les choses. Non, c'est même pas ça, c'est que peut-être c'est une idée qu'elles poussent, qu'elles défendent, elles sont peut-être soutenues par d'autres personnes, c'est l'idée qu'elles poussent qu'il faut qu'on puisse définir ici. Non, mais Pas, ça, ce n'est pas la mais- personne mais- qui mais dit. ça rentre dans le cadre du combat, ça. Et ça, c'est- ça, Parce c'est- que quand on a oui, perdu un c'est- grand frère comme votre mari à la personne de Claude Oui. Bézat-Tchani, Oui, mais quelqu'un bon, qui faut nous pas- a il faut qu'on orienté, avance. quelqu'un qui nous a montré, qui nous a permis, qui nous a conseillé, qui nous a montré des voies, qui nous a soutenus dans le combat ici en diaspora. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'est plus là, il est parti, et à son âme, et d'autres personnes ont fait ça pour vous porter accusation. C'est grave. Non, c'est pas grave. Vous savez, je dis, C'est je très ne me grave. bats pas contre la bêtise. Et le monde ne s'arrête pas à Facebook. Le monde ne s'arrête pas à Facebook. Je veux dire, si des personnes sur Facebook font de la diffamation, ne respectent pas leurs valeurs, montrent qu'ils n'ont pas d'éducation, mais que voulez-vous que je fasse? C'est ça. Je ne peux pas m'occuper de ce que quelqu'un prend sa caméra et commence à vociférer. Tant pis. Le plus important pour nous, c'est quoi? C'est qu'en cette journée internationale de la femme, nous disons aux femmes, il faut se lever, il faut militer. Et en plus de cet engagement d'activiste, vous avez un rôle de femme qui de temps en temps vous porte parce que vous avez des enfants élevés. Et aujourd'hui, moi, j'avais un mari accompagné de sa dernière demeure, puisque j'avais un statut de veuve. Est-ce que j'ai pu respecter mes engagements? Oui. Est-ce que je me sens bien aujourd'hui? Oui. Est-ce que je veux continuer à dire à Ngongo que si on se rencontre, toi et moi, on a des choses, tu reçois peut-être pas mon coup de poing dans la gueule parce que je n'aurai pas assez de force, mais on appliquera les droits qui s'imposent au Cameroun. Voilà, c'est ça qui est important. Ce que tel a dit, tel a fait que, ce que vous appelez le Ndjapap, je ne suis pas, mais c'est pas ça le plus important. Vous devez savoir que vous êtes une combattante en guerre. Et en plus de cela, il y a beaucoup de combattants qui croient en vous. Il y a beaucoup de combattants qui ne peuvent même pas mettre en déroute votre combat. Parce que vous ne militez pas seulement pour le changement au 237. Vous êtes une combattante panafricaniste, c'est-à-dire vous êtes pour la France-Afrique. Contre la France-Afrique. Contre la France-Afrique, autant pour moi. Vous militez pour les droits. Les droits des Africains au Mali, au Sénégal et un peu partout en Afrique, nous avons remarqué. Donc quand ces personnes-là commencent cette campagne de dénigrement derrière votre personne, c'est pour tuer votre image. Et nous qui vous soutenons, nous qui croyons en vous, Je peux juste ajouter une petite phrase. Non, Oui, c'est oui. pas- Parce que ce que vous dites est très important et sa réponse aussi, je l'ai. Vous savez, il ne faut pas donner à la bêtise l'importance qu'elle n'a pas. C'est carrément anéantir ces individus-là. On peut répondre. L'homme, non, peu importe. Il faut pas. Parce que les gens sont stratégiques aujourd'hui. Ils font des choses pour pousser les autres à la faute. Quand ils ne savent pas comment. À la haine, aide-moi à Mais, détester. je veux juste ajouter quelque On chose, peut avancer, oui. juste Oui. en 2 minutes, Oui. en disant que il faudrait pas aussi qu'on titre sur les combattants parce que chacun est comme il est.
et nous n'avons pas la même vision, la même compréhension des choses. Donc, moi, j'ai fait plusieurs posts sur mon mur en disant, et c'est la raison pour laquelle je suis même là aujourd'hui, parce que j'ai dit, je vais attendre que vous allez rentrer pour essayer de comprendre. Donc, les gens qui tuent, à un moment donné, je pense qu'ils se posent des questions. Et c'est normal. Vous savez qu'on est face à une dictature. Et la combattante, Caroline Penga, est rentrée au Cameroun. Et si elle est rentrée au Cameroun, voilà, il y a des questions forcément qui doivent être posées. En tant qu'être humain, c'est normal. Et c'est maintenant, face à cette conférence de presse, que beaucoup vont tirer des leçons. Donc moi, je pense que bon... Je pense qu'il doit se poser des questions essentielles. Il ne doit pas... Non, on ne va pas juger. On ne juge pas. On ne va pas juger. Chacun, voilà, moi je ne juge pas. Je veux pas dans sa vie privée. Vous savez, moi, il y a un affaire qui a qualifié. Non, excusez-moi. Non, Olivier, s'il te plaît. Oui, Olivier, s'il te plaît. Tu sais, Quelqu'un qu'on n'a pas encore en Séville. je veux dire. Mais il a qualifié des traits qu'on appelle dette coloniale. Moi, je suis son nom. Je peux juste demander que je suis pour la liberté d'expression. Et quand on dit liberté d'expression, c'est qu'on est prêt à tout entendre. Il faut les gens doivent s'exprimer avec leur niveau de connaissance, avec leur compassion. C'est maintenant, c'est à nous de dire comment peut-on répondre. Moi, je pars du principe que je ne réponds pas à la bêtise. Je ne peux pas répondre à des choses qui n'ont pas de sens. Aujourd'hui, je voudrais que les gens comprennent que je suis devenue veuve et j'étais prête, et si c'était à recommencer, à aller dans la gueule du loup pour enterrer mon mari. C'était point barre, il n'y avait pas d'autre question dans ma tête. C'est comme ces femmes qui sont amoureuses, on leur dit c'est mauvais, mais vous avez beau dire ce que vous voulez entendre, elle va y aller. C'était ça mon combat. J'ai dit, je vais enterrer mon mari en terre natale. Il s'avère que sa terre natale, c'est Bala. C'est tout. Point. C'est tout. Demain, mon mari serait palestinien et qu'il va falloir l'enterrer en Palestine, et ben j'irai en Palestine. Point. Voilà. Il n'y a pas d'autre question à se poser. J'ai une question. Oui. J'ai une question pour toi. Quel est le message que tu donnes à ceux-là qui se donnent des restrictions de ne pas aller au Cameroun? C'est-à-dire que quel est le message que tu leur donnes à tous ces activistes-là qui se font peur à eux-mêmes et qui se disent qu'ils ne doivent pas aller au Cameroun? Alors vraiment, je dis, qu'on soit activiste ou pas. Voilà. Parce Que ce soit... Voilà. Beaucoup même sont partis du Cameroun par des voies qui se sont débrouillées pour sortir du Cameroun. Et que demain, ils auront envie de repartir au Cameroun. Regardez votre situation administrative. Si votre situation administrative vous permet d'aller au Cameroun, vous allez au Cameroun. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Allez, avoir un passeport en règle. Ok. Passeport français mais en règle. Si vous êtes français, Oui. Vous allez sur le site des ministères des Affaires étrangères qui liste des pays où les Français n'ont pas le droit d'y aller. D'ailleurs, quand vous allez même sur ce site, on vous dit, vous pouvez aller à tel endroit, mais le nord du Cameroun, tel endroit, vous ne pouvez pas y aller. Les gens doivent le savoir. Lui, il est censé ignorer la loi. Mais vous savez très bien qu'un combattant qui est de nationalité camerounaise en diaspora, et celui qui est camerounais, mais il y a une autre nationalité française, c'est pas évident. Mais c'est pour ça que je vous dis que j'ai pu aller au Cameroun parce que j'étais française. Voilà. Si j'étais camerounaise, je réfléchirais à 10 fois, puisque D'accord. au Cameroun, tout le monde est roi. Ok. Donc c'est compliqué pour un Camerounais qui est activiste de partir au Cameroun sans s'assurer qu'il n'y aura aucun mandat. Et si, comme on dit au Cameroun, il faut être quelqu'un derrière quelqu'un. Même les bandits vont au Cameroun. Mais quand ils ont quelqu'un derrière quelqu'un, on ne les arrête pas. Bon, et lui, si il est passé au Cameroun, il était avec une nationalité allemande ou bien camerounaise? D'après ce que je sais, c'est un problème de nationalité parce qu'il serait rentré avec un passeport camerounais. Donc, Wilfried Réveillé est entré avec un passeport camerounais. C'est pour ça qu'il a eu des... C'est pour ça qu'il a eu des problèmes. Apparemment, c'est ça. Vous savez, c'est simple. Les gens m'ont dit qu'il est parti au Cameroun avec sa nationalité allemande. Jamais. Si vous entrez au Cameroun avec un passeport camerounais, vous êtes camerounais. Et le Cameroun fait ce qu'il veut de ses citoyens. Exactement. C'est propre. C'est propre. Et vu que tu étais française... Mais là, il y a des conventions. Il y a des conventions, voilà. Et puis n'oubliez pas aussi que c'est quand même la France qui dirige le Cameroun. Il ne faut quand même pas le gérer. Très bien. Pas officiellement, mais donc pour résumer alors, pour ceux qui sont français, qui veulent aller au Cameroun, que ce soit des activistes ou des Camerounais, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors si vous voulez, maintenant je deviens le porte-parole du gouvernement français. Vas-y. Non, vraiment à titre d'expérience. Vous voulez aller au Cameroun, vous allez d'abord sur le site
du Quai d'Orsay qui vous explique. Ça s'appelle le fil d'Ariane. Il vous dit, vous voulez aller au Cameroun, voilà ce qu'il faut faire, les vaccins, tout ce qu'il faut faire. Évidemment, il vous faut un visa. Pour obtenir un visa, il faut aller au consulat du Cameroun en France, qui est au 75 ou 78 rue d'Auteuil. Et vous avez les papiers à remplir. Quand vous êtes français d'origine camerounaise, on vous demande en plus votre date de naissance. Si vous êtes français caucasien, en fait, il y a une certaine discrimination quand même, puisque nous, ceux qui sont d'origine camerounaise, en général, on a 3 mois, et le caucasien n'a peut-être que 1 mois. Mais ça, après, le Cameroun gère, mais vous devez demander une autorisation officielle pour entrer sur un territoire. Je veux dire, il n'y a pas... Si on vous refuse, on vous refuse. Si on vous accepte, vous pouvez y aller. Point. Pareil pour le Camerounais qui veut venir en France. Hein. Quand on vous refuse le visa, vous prenez la mer. Mais quand vous arrivez en France, la France peut vous dire non, on ne veut pas de vous, on vous met en prison ou on fait ce qu'on veut de vous. Mais si vous demandez un visa, vous entrez officiellement, la France vous respectera et respectera ses engagements vis-à-vis du Cameroun. Il faut se signaler aussi à l'ambassade. Et quand vous arrivez au Cameroun, évidemment, il faut vous signaler au niveau du consulat. Pas parce que vous êtes activiste, hein, parce qu'en cas de problème, c'est-à-dire d'inondation, où il faut recenser le nombre de Français sur le territoire camerounais, c'est bien que le consul sache combien d'avions ils vont affréter pour vous faire revenir en France. C'est juste pour ça. C'est pour ça qu'il veut savoir, quand vous arrivez, si vous êtes là ou pas. Et où. D'ailleurs, il vous demande de notifier même l'assurance de rapatriement de corps, ce qui facilitera aussi votre retour en France si nécessaire. Et lors de ton retour, quand tu étais à l'aéroport de Douala, tu devais faire escale à Yaoundé, je pense, avant d'arriver en France, à ton retour. Qu'est-ce que tu craignais le plus à ton retour, justement? C'est-à-dire que vous êtes dans l'avion, vous êtes en France. D'accord, dès que tu es dans l'avion, tu as voulu poser des questions auprès du commandant de bord ou... Pourquoi? Non, Pourquoi? ok. Étant dans l'avion... L'avion, c'est quand même, ça devient le territoire, l'extension du... On est en zone internationale d'ailleurs. Mais pour que des policiers camerounais entrent dans un avion, déjà il faut l'accord du commandant de bord. Vous savez, même quand on vous rapatrie là, si le commandement de bord dit non, il ne veut pas de vous, vous n'entrez pas. Le commandement de bord est chef de son avion. S'il donne son accord en disant oui, j'ai des raisons fortes de que vous pouvez interpeller cette personne dans l'avion, c'est qu'il a des raisons. On est quand même on est quand même lié par des conventions, on ne fait pas ce qu'on veut, hein. On n'est pas sur Facebook. Quoi. On n'est pas sur Facebook, exactement, c'est ça. Vous avez d'autres questions? Sinon, nous allons conclure. Je pense qu'on a parlé, tu as parlé, tout a été dit. Hein. Et aujourd'hui, j'ai une autre question, déjà parce que je suis sûr que je ne suis pas le seul à méditer là-dessus. Qu'est-ce que vous comptez faire pour relancer le combat? Parce que nous savons très bien que le combat aujourd'hui a pris un coup dans la diaspora. Vous maintenant, ça c'est mon point de vue, hein, je parle en tant que jeune. Moi, je pense que, et même avant votre départ pour le Cameroun, j'avais déjà beaucoup de respect. Et voilà pourquoi j'ai émis beaucoup de réserves avant de vous juger. Bon, étant donné qu'il y a eu des éclairages là-dessus, moi, je vous crois sur parole. Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer le combat? Parce que aujourd'hui, le combat a pris un sérieux coup en diaspora. Voilà. Et voilà même la raison pour laquelle je le dis ici solennellement que je ne suis dans aucun groupe, je n'appartiens pas à un groupe. Voilà. Pourquoi? Parce que les Camerounais font les choses pas bien, ils ne savent pas s'organiser. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis dans l'attente d'un groupe bien structuré qu'on pourra relancer le combat pacifique. Et je vous connais là-dedans, je sais que vous êtes une combattante qui militait pour la paix. Ah, le changement sera dans la paix. Le changement dans la paix, comme Maurice Kamto le demande. Et c'est ce que je dis d'ailleurs aussi à mes frères sénégalais, nous ferons le changement dans la paix. Voilà. On n'a pas la force de prendre les armes. Hein. En tout cas, on n'a ni la force ni l'argent qu'il faut. Et donc, pourquoi aller prendre des armes? L'arme la plus fatale, c'est la communication. Voilà. Quel est votre agenda alors non, l'agenda, je ne le décrirai pas, puisque j'ai une équipe derrière moi qui est en train de se réorganiser, puisque je suis en deuil. Ça n'a pas l'air c'est mon mari, ça fait 1 mois qu'il est décédé, donc je dois réorganiser d'abord mon petit cerveau. Et quand mon petit cerveau sera réorganisé, je prendrai le chemin en cours, puisque l'équipe du Bureau fédéral de la Révolution est toujours en train de travailler. Mais c'est vrai que notre main point, c'est-à-dire notre point stratégique, c'est le lobbying. C'est vraiment le lobbying.
On est en train, on continue sur le lobbying, en tout cas ce que je leur dis toujours. Les députés français, il va falloir qu'ils soient au courant, qu'on les harcèle sur ce qui se passe actuellement dans les 14 pays francophones qui sont maintenus par une main de fer par la France-Afrique. Donc je n'en dirai pas plus de ce côté-là et vous verrez dans les jours à venir. Mais le plus important pour moi, c'est de enfin repartir dans ce deuil. J'ai besoin de me reconstruire. Hein. J'ai perdu l'homme de ma vie. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. D'ailleurs, même pour faire cette conférence, à un moment, je demandais, mais pourquoi Claude n'a pas? Je me disais, mais non, Claude n'est pas là. La lumière, tu vas gérer tout ça. Vous voyez, donc j'ai besoin de... Le combat va continuer, parce que d'ailleurs, Mamadou Mota est sorti il n'y a pas longtemps. Il sortait en même temps que mon mari partait. C'est dur. Mais les gens sont là. Le train de la Renaissance est toujours là. Peut-être que je ne suis plus là pour mettre de l'énergie comme je le mettais avant, mais nous sommes dans le train de la Renaissance. Nous sommes dedans. Et on verra les jours à venir comment va-t-on s'organiser. Et je voulais poser une question. Une dernière. Ok, bon, une dernière. Il y a un combattant au nom de Calibri Calibro qui a fait état de ce que vous l'aurez dit, qu'il fallait un apaisement, laissant croire que vous aurez négocié avec les autorités camerounaises. Quel est votre sentiment? On revient encore sur les réseaux sociaux, les personnes qui parlent, qui jacassent même parfois. Alors, nous sommes en 2021 et je ne parlerai pas au nom de l'État camerounais. Pourquoi je parle autant? C'est des bandits qui cherchent à ce qu'on ne les regarde plus. Plus il y aura du silence sur ce qu'ils font, et mieux ils seront contents. Notre rôle, c'est de parler, de continuer à parler. Et nous demandons 3 choses. Le dialogue national inclusif. Et dans ce dialogue, s'il peut y avoir un code électoral consensuel qui en sort et surtout un cessez-le-feu, c'est tout ce que nous demandons. Ils peuvent trouver, c'est des politiciens aussi, hein, ces dictateurs, trouver des mots pour calmer les mots. Mais nous demandons 3 choses. Est-ce que ce code électoral consensuel va être mis en place? Est-ce que ce dialogue est prévu? Est-ce qu'il y a un cessez-le-feu? Voilà. Tant que ces 3 éléments ne sont pas devant, on trouvera tous les verbes, les vocabulaires, les soirées, les divertissements pour les Camerounais. Voilà. Moi, je pense que c'est clair chez moi. En tout cas, c'est clair. Ok, merci. Non, en tout cas, ce que je trouve formidable, quand on dit que juger, ce n'est pas comprendre, si on comprenait, on ne jugerait pas. Je crois que cette conférence de presse a éclairé sur le doute que certaines personnes pouvaient avoir. Je crois que la meilleure réponse ne peut venir que de la bouche de l'intéressé. Exact. C'est ce qu'elle vient de nous faire. En tout cas, mon propos, c'était le 8 mars. Et c'est le 8 mars, une activiste militante, une engagée ne peut pas rester sans voix, puisque notre seule arme, je vous l'ai dit, c'était notre voix. Et je vais profiter, puisque nous sommes à la conclusion, donc vraiment de vous remercier tous ces hommes qui ont permis que la conférence ait lieu. Parce que, merci beaucoup. Mais je vais vraiment remercier d'abord ces femmes qui se battent dans le monde entier. Madame Maximilienne Gombe, ses avocates, Alice Com, maître Alice Com, Maître Félicité Zeltman et évidemment l'avocate du peuple, Maître Noumou. Et je ne peux pas évidemment finir ce remerciement sans remercier d'abord l'équipe qui est avec moi. C'est le collectif des résistants camerounais de la diaspora. C'est une équipe éparse. C'est des gens qui en veulent. Parfois, ils ne savent pas pourquoi ils se battent, mais ils savent qu'une seule chose, c'est qu'il faut se battre, qu'il faut participer, de près comme de loin. Évidemment, de près, évidemment, l'équipe, hein, le général Etcheno, les communicants, ces jeunes Camerounais, Clarence, Kevin, et puis celui qu'on appelle Port de l'Ouest. Comment peut-on s'appeler Port de l'Ouest? Et je remercie évidemment Pidjal, les Amazones du Canada, le stratège Maxime Fancy, Kamer Kodia. Et je vais remercier ces femmes activistes qui ne dorment pas comme moi, qui ont beaucoup d'enfants, qui doivent justement allier femme, épouse, pas veuve pour elles, mais qui doivent allier ce rôle de femme, épouse, mère et d'activiste. Merci Michine Wang, courage, c'est notre journée de courage. Merci à Isabelle la combattante, merci à Mafotanta et à toutes ces femmes qui ont bravé les réseaux sociaux. Madame Nemachua, MT Nemachua, Madame Solange Nombi, Madame Mado Keraro, Madame Justine Bouka, Madame Blandine Wanner, les Amazones du Canada et toutes ces femmes militantes africaines qui se lèvent tous les jours pour dire stop Watana Wata au Cameroun, et on dit courage à ces femmes. Je vous dis courage, ne baissons pas les bras. Merci. Ne baissons pas les bras, ne baissons pas les bras.
Je vous remercie. Merci. Le Au revoir. On peut dire un mot là-bas. J'ai fini, j'aurais voulu qu'on me mette une chanson privilégiée qui. J'ai peur que Facebook m'embête parce que c'était Woman No Cry. On peut dire un mot. Moi, j'ai envie de dire un mot sur ton cas. C'est important. C'est quand même un rapport de loi. J'aimerais finir vraiment cette conférence, s'il vous plaît. On finit. Merci C'est bon? beaucoup. On te- Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Ok.